Alors que son règne s'effondrait, Néron se terrait dans son palais, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Il finit par s'endormir d'épuisement, mais à son réveil, il fit une découverte absolument terrifiante. Néron était connu comme l'empereur fou de Rome, mais il était bien plus déséquilibré que ce que la plupart des gens imaginent. L'arrière-arrière-grand-père de Néron était Auguste, le premier empereur de Rome et l'une des figures les plus légendaires de l'histoire. Malheureusement, il était aussi lié à son oncle dément, Caligula. Mais la personne la plus importante dans sa vie, celle qui allait façonner son destin plus que quiconque, était sa tristement célèbre mère, la sœur de Caligula, Agrippine la jeune. La plupart des femmes avaient peu de pouvoir dans la Rome antique, mais pas Agrippine. Elle protégeait farouchement son fils Néron et intriguait sans relâche en coulisses pour lui. Qu'il le veuille ou non, Néron devait à sa mère presque tout ce qu'il avait obtenu. Quand Néron n'avait que 3 ans, son père mourut et sa mère ainsi que ses sœurs furent exilés sur une île isolée en Méditerranée. Agrippine avait prétendument comploté pour renverser Caligula, mais son plan fut découvert, et le Sénat la bannit. Néron perdit tout dans les conséquences de la trahison de sa mère. Le Sénat saisit tout son héritage et l'envoya vivre chez sa tante. Il n'était qu'un enfant, et déjà les manigances de sa mère lui causaient des problèmes. Mais une mort dans la famille allait bientôt offrir une nouvelle opportunité, qu'Agrippine saisit. L'oncle de Néron, Caligula, ne peut être décrit que comme un dérangé. Son règne fut interrompu lorsque ses propres gardes le coincèrent dans les couloirs de son palais, le poignardèrent et mirent fin à son règne de terreur. Un changement d'empereur signifiait de nouvelles opportunités pour Agrippine, en exil. Elle séduisit Claude, le nouvel empereur, et l'épousa. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais régner sur Rome elle-même, mais elle pouvait placer son fils Néron sur le trône et gouverner dans l'ombre. Mais Néron était-il à la hauteur? Néron avait maintenant 14 ans et était prêt à entrer dans la vie publique. Il commença à prononcer des discours et épousa la fille de Claude, Octavie, techniquement sa demi-sœur, à 16 ans. Il semblait être un excellent candidat pour devenir le prochain empereur. Et Claude le désigna comme son héritier, si seulement quelqu'un avait pu voir au-delà de cette façade de bon garçon. Claude mourut en 54 après Gicée, mais sa mort souleva des soupçons. Ceux qui connaissaient vraiment ce qui se passait à Rome savaient qui était responsable de la mort de Claude, sa femme, Agrippine la jeune. Pourquoi? Eh bien, Claude avait commencé à se détourner de Néron et envisageait même de l'écarter de la succession, et Agrippine n'allait pas laisser cela arriver. Après la mort de Claude, Néron devint empereur de Rome en 54 après Jacée. Il n'avait que 16 ans. Néron avait désormais tout le pouvoir du monde, et il commença rapidement à tout gâcher. D'abord, il lança plusieurs projets de construction ridiculement extravagants et bien trop coûteux. Il faillit mettre l'Empire en faillite. Les Romains commençaient à en avoir assez du jeune empereur, et sa mère ne lui facilitait pas les choses. Agrippine avait prévu de régner sur Rome à travers son fils. Elle aurait tué la tante de Néron, la femme qui l'avait élevé pendant son exil, ainsi que plusieurs autres personnes proches de son fils. Bientôt, Néron s'inspira des méthodes de sa mère. Le fils de Claude, Britannicus, représentait une menace potentielle pour le règne de Néron. Alors, il décida de l'éliminer. Le garçon n'avait que 14 ans. La première tentative de Néron pour l'empoisonner échoua. Alors, il réessaya. Cette fois, cela fonctionna, et Britannicus était mort. Il devint évident qu'Agrippine et son fils étaient les 2 personnes les plus dangereuses de Rome, et bientôt, ils allaient s'opposer l'un à l'autre. Les conséquences seraient brutales. Agrippine devait être satisfaite que son fils soit enfin empereur,
comme elle l'avait prévu. Du moins, jusqu'à ce que Néron commence à remplacer les alliés de sa mère au Sénat. Il estimait, à juste titre, qu'elle devenait trop puissante pour son propre bien. Agrippine était furieuse, mais la prochaine décision de Néron allait bouleverser bien plus que sa mère. Néron prit une esclave, Claudia Actée, comme l'une de ses premières maîtresses, provoquant un scandale dans tout Rome. Agrippine lui ordonna de rompre, mais il l'ignora et poursuivit sa liaison débauchée. Il n'était empereur que depuis quelques années, mais sa véritable nature commençait à se révéler. Quand Néron réalisa qu'Agrippine complotait contre lui avec sa femme, il exila sa propre mère du palais. Malgré toutes ces intrigues, Rome aimait Néron au début. Il réforma les impôts, améliora les conditions des esclaves et rendit généralement la vie meilleure pour le peuple. Après avoir souffert sous le psychotique Caligula et le faible Claude, les Romains étaient ravis d'avoir enfin un empereur fort. Mais tous ces éloges gonflaient son ego à des proportions divines. Ensuite, Néron décida de commencer une liaison avec la belle et rusée Poppée Sabine, qui se trouvait être mariée à l'un des hommes les plus puissants de Rome. Néron garda l'affaire secrète, mais certains attendaient juste le bon moment pour l'utiliser contre lui. Agrippine apprit l'existence de cette liaison et dénonça le couple adultère à tout Rome. Pour Néron, c'en était trop. Néron envoya ses agents pour emmener Agrippine dans ce qui serait son dernier voyage. Le plan: naviguer, couler le bateau et laisser la mer faire le reste. Quand le bateau sombra, Agrippine réussit à nager jusqu'à la rive, mais un homme de Néron l'attendait, et cette fois, il s'assura que le travail était terminé. Néron venait de faire assassiner sa propre mère, et sa mort marqua un tournant. À partir de ce moment, il n'y eut plus de moment de respect ou d'admiration, seulement le chaos. Il y avait une personne presque aussi heureuse que Néron de voir Agrippine disparue, sa maîtresse, Poppée, qui avait un plan. Néron et sa femme Octavie étaient mariés depuis 8 ans, mais ils n'avaient pas produit de petits empereurs ou impératrices. Poppée poussa Néron à quitter sa femme et à l'épouser. À vrai dire, Néron n'avait pas besoin d'être beaucoup encouragé. Il prétendit qu'Octavie était stérile et la répudia sans ménagement, mais ce qu'il fit ensuite fut véritablement scandaleux. Néron épousa Poppée seulement 12 jours après son divorce, et leur mariage serait aussi scandaleux que ses débuts. Néron et Poppée accueillirent une fille, Claudia Augusta, en 63 après je sais. Tragiquement, la petite Claudia mourut à seulement 4 mois. Le couple, bouleversé, pleura cette terrible perte, mais Néron ne resta pas longtemps abattu. Persuadé d'être un brillant athlète et artiste, Néron participa aux Jeux olympiques et, incroyable mais vrai, il remporta chaque concours auquel il s'inscrivit. Il gagna même une course de char où il fut éjecté de son char et ne termina pas. Alors que Néron sombrait davantage dans la folie, de moins en moins de personnes osaient le défier, et c'était une mauvaise nouvelle pour lui, comme pour Rome. L'une des dernières voix spéciales de la raison était son conseiller, Burrus. Alors, quand Burrus mourut, les choses prirent une tournure sombre. Néron se lança dans une série de meurtres, exécutant ses rivaux à tour de bras avec à peine une excuse. Auparavant, il faisait au moins semblant de coopérer avec le Sénat. Ce n'était plus le cas. Rome allait devenir encore plus dangereuse. Lors du festival de Saturnalia, Néron épousa Pythagoras, un affranchi. Pendant la cérémonie, Néron joua le rôle de la mariée, voile inclus. Même selon les normes romaines, c'était d'un bizarre sans pareil. Mais pendant que Néron s'occupait de mariages et de fêtes extravagantes, l'Empire allait bientôt faire face à sa plus grande catastrophe. L'image de Néron jouant du violon pendant que Rome brûle est l'une des choses les plus infâmes à son sujet.
Mais est-ce vrai? Peut-être. Néron se prenait pour un musicien, et en 64 après GC, un terrible incendie éclata et consuma rapidement la ville. Bientôt, Rome devint un enfer. La ville brûla pendant 7 jours d'affilée. À la fin, 3 quartiers furent réduits en cendres, et 7 autres furent d'Anos gravement endommagés. Rome avait besoin d'un chef fort pour se reconstruire. Mais tout ce qu'elle avait, c'était Néron. Et puis, les rumeurs commencèrent. Le grand incendie aurait pu être un accident. Rome était pleine de bâtiments en bois, mais s'il ne s'agissait pas d'un accident, qui avait le plus à y gagner? Les murmures pointaient tous vers un seul homme, un empereur qui sombrait de plus en plus dans la folie. C'est exact. Néron devint le principal suspect pour avoir incendié sa propre ville. Et honnêtement, il y a de bonnes raisons pour le croire. Néron voulait un palais aussi extravagant que ses goûts, mais il y avait un problème. Il n'y avait tout simplement plus d'espace pour quoi que ce soit de nouveau dans la ville, c'est-à-dire jusqu'à l'incendie. Soudain, Néron avait tout l'espace dont il avait besoin. Pour être juste, il organisa des efforts de secours, mais cela ne l'empêcha pas de poser la première pierre de son projet rêvé, la Maison Dorée. Le palais comportait d'immenses paysages artificiels et une statue de 30 pieds de Néron lui-même. Qu'il ait déclenché l'incendie ou non, l'image était désastreuse. Alors, pour détourner les soupçons, Néron fit ce que les empereurs font de mieux. Il trouva un bouc émissaire. Selon l'historien Tacite, Néron accusa les chrétiens. Malgré l'absence totale de preuves, leurs châtiments furent d'une brutalité extrême. Il rassembla les chrétiens et les exécuta de la manière la plus horrible possible. Ils furent jetés aux bêtes sauvages, crucifiés ou brûlés vifs. Tacite suggéra même que Néron prenait plaisir à cette cruauté excessive. Après l'incendie, Néron commença à reconstruire Rome et à bâtir sa maison dorée, naturellement. Mais le coût était astronomique. Pour financer la construction, il augmenta les impôts, pressura les provinces pour des tributs et dévalua la monnaie romaine. C'était une recette pour le désastre, et Rome était furieuse. Cette fois, les Romains étaient prêts à agir. En 65 après GC, un groupe d'hommes d'État romains décida que c'était trop. Leur plan: éliminer Néron et restaurer la République. Auguste avait été un empereur solide, certes. Mais après Caligula et maintenant Néron, les gens commençaient à penser que cette idée d'un empereur tout-puissant n'était peut-être pas pour eux. Cette prise de conscience signifiait une chose. Les Romains venaient pour leur empereur fou. Un affranchi loyal à Néron découvrit le complot contre sa vie et le dénonça avant que les traîtres ne puissent mettre leur plan à exécution. La réponse de Néron fut rapide et brutale. Il fit exécuter chacun des hommes impliqués, mais la pire punition fut réservée à l'un des anciens conseillers de Néron, Sénèque. Quelqu'un accusa Sénèque d'avoir participé au complot, ce qu'il nia désespérément. Mais il n'y avait plus de pitié en Néron, seulement de la cruauté. Alors il condamna son vieil ami à une fin troublante. Sénèque était tombé en disgrâce, et Néron n'avait plus besoin de lui. Bien qu'il ne l'ait pas fait exécuter, il le força à se suicider. Au final, c'était pareil. Plus personne n'était en sécurité autour de Néron, pas même sa propre femme. En coulisses, le mariage s'effondrait. Il fallait une femme d'un calibre très particulier pour supporter Néron, et Poppée n'avait pas cette force. Ils se disputaient constamment, et se disputer avec Néron n'était jamais une bonne idée. Même si elle était enceinte de leur second enfant, leur relation ne survivrait pas longtemps.
Ce qui suivit fut l'un des actes les plus troublants de toute la vie de Néron. Et c'est peu dire. Poppée mourut subitement en 65 après Gessé. Selon les historiens, elle et Néron s'étaient disputés à propos du temps qu'ils passaient aux courses de chars. Néron entra dans une rage folle et la frappa violemment à l'abdomen. Elle entra en travail, et ni elle ni l'enfant ne survécurent. Après la mort de Poppée, Néron entama une période de deuil très public. Il lui offrit des funérailles luxueuses, lui conféra des honneurs divins et prévoyait de lui construire un temple. Peut-être se sentait-il coupable, peut-être était-il vraiment triste, ou peut-être couvrait-il simplement ses traces. Quoi qu'il en soit, ce qu'il fit ensuite au fils de Poppée effaça toute bonne volonté qu'il aurait pu susciter. Néron invita le garçon à une partie de pêche amusante, puis le noya avant qu'il ne regagnant la rive. Les corps s'accumulaient, et pourtant, si cela avait un effet, cela ne faisait qu'attiser la soif de sang de Néron. Mais maintenant, Néron était un empereur sans impératrice. Pendant environ 5 minutes, Néron avait déjà une maîtresse avant la mort tragique de Poppée. Elle s'appelait Statilia Messalina. Il y avait juste un petit problème. Statilia était déjà mariée, mais un mari ne pouvait pas se mettre en travers de ce que Néron voulait. Néron força l'homme à se suicider pour pouvoir épouser sa femme. Peu après avoir épousé Statilia, Néron se maria à nouveau, cette fois avec un jeune garçon, Sporus, qui ressemblait étrangement à son ex, Poppée, mais l'obsession de Néron pour le garçon prit une tournure sombre. Poussé par ses sentiments confus à l'égard de sa défunte femme, Néron fit castrer Sporus, le vêtu d'un voile de mariée, puis l'épousa. Ce n'était pas juste une farce malsaine d'un soir. Une fois marié, Néron emmenait Sporus à des apparitions publiques, habillé comme sa femme, avec tout l'apparat d'une impératrice romaine. À ce stade, il n'y avait pas une âme à Rome qui ne savait pas que Néron était véritablement fou et qu'il devait être arrêté. Néron réalisa qu'il était en danger et décida de fuir Rome pour les provinces orientales. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était qu'il n'avait plus de temps. Quand il ordonna à ses officiers de commencer les préparatifs pour son évasion, ils ne se contentèrent pas de refuser. Ils se moquèrent ouvertement de lui. C'est alors que Néron comprit. Il n'était plus maître de la situation. Désespéré, Néron se retira dans son palais, essayant frénétiquement de trouver sa prochaine action, et il s'endormit. À son réveil, il appela ses gardes. Mais personne ne vint. Il envoya des messagers à ses amis. Silence. Furieux, il sortit pour les trouver lui-même, seulement pour découvrir que le palais était presque vide. Il n'y avait plus personne. Dans ces dernières heures, Néron erra dans le palais, sanglotant et suppliant quelqu'un, n'importe qui, de le tuer avant que la foule ne vienne pour lui. Mais personne ne lui accorda même cette miséricorde. Trop effrayé pour mettre fin à ses jours, Néron n'avait d'autre choix que de fuir. À ce moment, les seules personnes encore loyales envers lui étaient d'anciens esclaves. L'un d'eux, un affranchi nommé Phaon, lui offrit une maison sûre, une modeste villa juste à l'extérieur de la ville. N'ayant nulle part où aller, Néron rassembla un petit groupe incluant 3 affranchis et Sporus. Puis, il s'enfuit pour sauver sa vie. Même dans sa chute, il restait aussi dramatique que jamais. Il ordonna à ses hommes de creuser sa propre tombe dès leur arrivée. Avant de quitter le palais, Néron en avait fait préparer une concoction mortelle pour lui, au cas où les choses tourneraient de vraiment mal. Il portait le poison dans une boîte dorée, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. Mais maintenant, face au moment de vérité, il ne pouvait se résoudre à le boire. Et puis, il était trop tard. Un messager arriva à la villa avec des nouvelles.
Le Sénat l'avait déclaré ennemi public. Pire encore, ils ne prévoyaient pas seulement de l'exécuter, ils allaient le battre à mort. Ils savaient aussi où il était, et des forces armées étaient en route pour l'appréhender à ce moment précis. Néron savait maintenant, sans l'ombre d'un doute, qu'il était fini. Mais il ne pouvait pas se résoudre à ouvrir cette boîte dorée. Il faisait les 100 pas, murmurant soi-disant la phrase infâme. « Quel artiste meurt en moi ?» À chaque fois qu'il s'approchait de boire le poison, il perdait son courage. Selon les rapports, il supplia l'un de ses compagnons de se donner la mort en premier pour lui montrer comment faire. Finalement, lorsqu'il entendit les chevaux approcher, il se tourna vers son secrétaire et le supplia de faire le geste. Le secrétaire de Néron le transperça avec une épée juste au moment où les cavaliers du Sénat arrivaient. Les soldats tentèrent de lui sauver la vie pour qu'il puisse affronter la justice à Rome, mais ils étaient trop tard. Néron quitta ce monde, mais l'empereur déséquilibré n'en avait pas fini de semer le trouble dans l'Empire. La fin de Néron laissa un vide de pouvoir à Rome, menant à l'année sanglante des 4 empereurs. Il y aurait une autre année de pur chaos avant que Vespasien ne prenne finalement le trône et ne ramène l'ordre dans l'Empire. Néron n'était peut-être fini, mais le chaos qu'il avait créé ne faisait que commencer.